Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On rentre dans des espèces de clash, puisque les agriculteurs vont dire bah oui, mais l'agriculture c'est plus important que les golfs. Mais on comprend aussi que l'eau potable ça doit être prioritaire. Ça c'est sûr, il faut nous aussi qu'on consomme moins d'eau, qu'on fasse attention à notre empreinte eau, qu'on ne connaît pas, mais je sais pas combien d'eau a été utilisée pour fabriquer le café que je viens de boire. C'est 1 milliard de mètres cubes perdus tous les ans, quand même, d'eau traitée, donc qui est potable et qu'on perd dans la nature. C'est la consommation de 20 millions d'habitants. Est-ce la fin de l'eau? Ce bien commun nous a paru à nous, habitants de pays riches, gratuit, en libre accès depuis toujours, malgré les alertes sur le changement climatique, les sécheresses et la raréfaction de cette ressource. L'année dernière, la donne a changé. En France, en 2023, l'eau ne coulait plus au robinet comme par magie. Des régions se sont retrouvées en pénurie d'eau. Cela a-t-il suffi à éveiller les consciences? En France aussi, les conflits autour de l'eau perdurent, un sujet invisibilisé à rebours de l'urgence qui l'accompagne et l'enjeu central qu'il représente pour l'humanité. Sommes-nous condamnés? Pas si sûr, nous sommes confrontés à un problème de quantité et de qualité autour de l'eau, mais ceci n'est pas une fatalité qui nous tombe du ciel et où nous serions impuissants. États et décideurs politiques ont les clés en main pour s'occuper d'un sujet essentiel, la gestion de l'eau. Et si tout se concentrait ici, c'est le sujet auquel s'est attaqué Simon Porcher, professeur des universités en sciences de gestion à l'université Paris-Panthéon-Assas et qui vient de publier La fin de l'eau aux éditions Fayard. C'est l'instant éco. Bonjour Simon Porcher. Bonjour. Alors, vous commencez votre livre par dresser le bilan autour de cette ressource commune si indispensable qu'elle en ait oubliée, l'eau. Un problème qu'on avait tendance à reléguer plutôt aux pays pauvres. Pourtant, l'urgence est bien là et pour tout le monde, j'ai l'impression. Pour tout le monde, oui. C'est un phénomène qui est global, le manque d'eau, la pénurie d'eau qu'on connaît. Ce n'est pas un phénomène qui touche seulement les pays en développement. Ce n'est pas un phénomène qui touche seulement les zones arides ou les zones désertiques. Ça nous concerne tous. L'eau est l'affaire de tous. Et nous, on l'a vu en France. On a des zones qui, d'habitude, sont très humides, qui ont été touchées par la sécheresse ces 3 dernières années. Il y a quand même des disparités, des inégalités autour de l'eau. C'est un cercle vicieux en plus, c'est ce que vous expliquez dans le livre. Plus on est pauvre, moins on a accès à l'eau, mais moins il y a d'eau, plus il y a d'inégalités. Effectivement, oui. Alors l'eau, il y a 3 grands enjeux autour de cette précieuse ressource. D'abord, la quantité qui est disponible, mais aussi la qualité, je pense qu'on va en parler. Donc la pollution des eaux, ça diminue la quantité disponible d'eau à un endroit donné et à un moment donné. Et puis il y a l'accès à l'eau. On oublie aussi, mais même si on a de l'eau, il faut que tout le monde puisse y avoir accès, notamment quand on parle d'eau potable, qui est un droit fondamental. Tout le monde doit y avoir accès à un prix abordable. Et ça pose des gros enjeux parce que quand on a moins d'eau, qu'elle est plus polluée, il faut aussi plus la traiter, il faut trouver des solutions techniques pour donner accès à l'eau. Et donc, ça limite naturellement l'accès à l'eau. Donc, forcément, ceux qui ont le moins accès à l'eau sont aussi les personnes les plus pauvres parce qu'elles n'auront peut-être pas les moyens de payer l'eau, même si on l'a encore en quantité ou en qualité disponible. Et c'est le même mécanisme, le même cercle vicieux avec le changement climatique? C'est pareil, oui, effectivement. C'est que, de toute façon, quand on est, ça vaut au niveau des pays, au niveau des individus. Quand on est plus riche, on peut s'adapter plus facilement que quand on est plus pauvre, parce que l'adaptation vient avec un coût. Quoi qu'il arrive, s'adapter au manque d'eau, ça va nous coûter de l'argent parce qu'il faut repenser les services d'eau, il faut les réadapter au réchauffement climatique et il faut être en mesure de donner accès à la population. Et donc ça, c'est un grand défi, sachant qu'aujourd'hui, il y a toujours 30% de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau dans des bonnes conditions, qui n'a pas accès à des services d'hygiène de base. Et donc c'est une grande désillusion aussi pour nous parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas réussi, alors qu'on maîtrise la technique depuis des années de potabilisation de l'eau, de desserte de l'eau, à donner accès à l'ensemble de la population. C'est pourtant un sujet qui est un peu relégué, j'ai l'impression, et c'est ce que vous expliquez au niveau des instances ou sommets internationaux. C'est quoi? On mesure pas la mesure de l'enjeu? Il y a trop d'enjeux importants en même temps. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce sujet-là? Et effectivement, alors c'est un sujet qui a été éclaté en fait sur différents domaines, puisque l'eau ça touche à tout. Ça touche à la biodiversité, ça touche au droit humain fondamental, à la dignité humaine, ça touche au réchauffement climatique. Ça touche à la désertification. Et donc, ce sujet a été éclaté. Et dans les instances internationales, on n'a pas une organisation qui s'occupe de l'eau douce en général. Sachant que l'eau, c'est compliqué parce que c'est à la fois l'eau potable, mais c'est aussi l'eau comme ressource. Donc, l'eau qu'on va utiliser dans l'agriculture, par exemple, qu'on va utiliser aussi pour la nature. C'est aussi un moyen de transport. Donc, ça nous permet de nous déplacer via l'eau. Donc, on a tous ces sujets qui se mélangent. Et du coup, on a éclaté l'eau à différents endroits, ce qui fait qu'on ne peut pas bien s'occuper de la question de l'eau douce. Donc, c'est une des propositions du livre, d'ailleurs, c'est d'avoir une COP, un groupe d'experts et des conférences des parties au niveau international qui s'occupent de l'eau douce dans toute sa complexité, donc dans sa dimension à la fois de droit humain fondamental auquel tout le monde doit avoir accès, dans sa dimension ressources, puis dans sa dimension aussi relative au cycle de l'eau.
puisque la déforestation, par exemple, la pollution en général, l'activité industrielle, l'activité humaine, tout ça a un effet sur le cycle de l'eau aussi qui a des effets, des répercussions au niveau mondial. Je le disais en intro, et c'est ce que vous expliquiez, il y a un problème de quantité et de qualité d'eau, mais aussi d'accès à l'eau. Donc, est-ce que c'est la responsabilité des États et des pouvoirs publics? C'est-à-dire que c'est pas un problème qui tombe du ciel de « oh, bah, il n'y a plus d'eau, on peut plus rien faire ». Est-ce qu'il y a aussi un gros enjeu dans cet accès à l'eau, cette gestion de l'eau par les pouvoirs publics? Bien sûr, les pouvoirs publics sont responsables en fait déjà de l'accès à l'eau potable, qui est un droit humain fondamental. Et ça, alors, ça pose des grosses questions parce que l'accès à l'eau potable est reconnu comme un droit humain fondamental depuis 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies. Mais beaucoup d'États en fait s'y sont opposés parce qu'ils ne voulaient pas être responsables de donner l'accès à l'eau potable, qui en plus, comme c'est un bien transformé, devient un bien marchand. Donc ça pose des questions aussi économiques fondamentales. Mais les États sont responsables quoi qu'il arrive. Et donc bien souvent, la ressource d'ailleurs en eau, donc un cours d'eau, un fleuve, etc., c'est considéré comme une ressource commune, c'est-à-dire que c'est ni vraiment public, ni vraiment privé. En tout cas, on ne peut pas le privatiser, on ne peut pas se l'approprier, et c'est le bien commun qui doit l'emporter, et donc cette garantie du bien commun, elle vient des États. Donc ce sont les États ou les pouvoirs publics, d'une manière générale, territoriaux, qui sont responsables d'assurer l'accès à l'eau et d'assurer la bonne gouvernance et la bonne gestion de l'eau. C'est justement le thème du livre, la gestion de l'eau. Vous dites notamment la gouvernance de l'eau est défaillante, particulièrement en période de sécheresse. Cette faillite institutionnelle est simple à comprendre. On tend à privilégier certains usages économiques ou à ne pas appliquer certaines sanctions au détriment de l'intérêt général. Donc là, vous parlez d'une gouvernance qui est défaillante. On a une gouvernance qui est défaillante, alors déjà parce qu'on a une gouvernance qui se construit au fil des crises. Or, quand on parle d'eau, on a besoin d'un cap. Donc on a besoin vraiment de se projeter sur le long terme, de comprendre l'évolution des ressources en eau aussi à l'aune du réchauffement climatique. Et donc, on ne peut pas faire une gouvernance à coup de plans, à coup de mesures qui vont s'appliquer sur le court terme. Et donc, on ne peut pas expérimenter aussi la résolution des crises sur le court terme. Et puis, quand on parle d'eau, comme la question est complexe, parce qu'on fait à la fois, on voit que l'eau elle prend différentes formes. Il y a une question aussi qui est très territoriale, très saisonnière dans l'eau. La quantité, la qualité de l'eau change selon les territoires, selon les saisons. Et donc, ce sont les acteurs locaux qui doivent être en priorité les acteurs clés de la gouvernance de l'eau. Donc ça, nous, en France, on a réussi à le faire parce qu'on a des institutions de bassins qui gèrent l'eau avec des comités de bassins, une gestion aussi au niveau des sous-bassins. Mais ça pose question parce que la question qui va évidemment se poser, c'est celle de la représentativité des différents usagers. Et là, dans la représentativité, souvent les agriculteurs ou les industriels qui consomment de l'eau vont réussir à se faire entendre, en tout cas de façon beaucoup plus forte que, par exemple, les usagers de l'eau potable, donc les ménages. Donc là, il y a tout un tas de tensions qui arrivent. Il y a aussi des enjeux politiques, évidemment, puisque les élus politiques tendent aussi à avantager certains usages, notamment économiques, pour maintenir l'attractivité, même parfois touristique, des différents territoires. Et donc là, on rentre dans des espèces de clash entre différents acteurs, puisque les agriculteurs vont dire oui, mais l'agriculture, c'est plus important que les golfs ou que certaines activités de récréation ou touristiques. Mais on comprend aussi que l'eau potable, ça doit être prioritaire face à l'agriculture. La sécurité civile, donc la gestion aussi de l'eau pour faire face au feu, doit être prioritaire face à l'agriculture. Donc là, on a toutes ces tensions entre les acteurs qui arrivent. Et ces tensions, elles sont d'autant plus fortes que l'eau est rare. Et c'est là qu'on a une gouvernance qui est défaillante parce qu'elle n'a pas été faite pour gérer la rareté de l'eau. Justement, vous dites qu'il y a des pouvoirs, qu'il y a des acteurs différents, mais c'est des acteurs qui n'ont pas le même poids, pas les mêmes pouvoirs. Donc il y a quand même une responsabilité de l'État dans cette défaillance, à un moment donné, qui privilégie certains intérêts. Bien sûr, l'État est responsable, effectivement. Et en fait, les services préfectoraux, donc en France, donc l'État déconcentré, doit gérer les usages. Et donc, la priorité, c'est toujours l'eau potable, la sécurité civile, ensuite l'agriculture. Mais souvent aussi, dans ces priorités, on oublie la nature. Donc toute l'eau qui doit être utilisée par la biodiversité parce qu'on va se concentrer sur des usages humains. Donc il y a toutes ces questions qui se posent. Mais l'État prend ses responsabilités. Après, encore une fois, est-ce que c'est basé sur des évidences scientifiques? Est-ce qu'on arrive à bien mesurer les ressources en eau au niveau d'un territoire? Est-ce qu'on arrive à bien prévoir la météo pour anticiper les conflits d'usage? C'est là que la gouvernance est défaillante parce qu'on sent qu'il va y avoir de plus en plus de conflits qu'on observe à différents endroits en France et entre les différents usagers. Et on ne sait pas vraiment comment on va les résoudre et on a tendance à avantager les usages économiques au détriment d'autres usages et notamment de ce qu'on doit laisser pour la nature. Il y a aussi beaucoup de gâchis au niveau de l'eau. On parle soit des fuites, de toutes les problématiques autour des eaux usées, etc. Est-ce que là aussi, c'est l'État qui a décidé de ne pas investir dans l'accès à l'eau, dans l'assainissement ou ce genre de choses ?
Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que le réseau d'eau potable, en tout cas, et d'assainissement, appartient aux collectivités publiques. Donc, généralement aux communes et ensuite aux intercommunalités qui gèrent le service d'eau. Donc, ce n'est pas forcément l'État central, même s'il a sa responsabilité parce que c'est sur son territoire, qui peut aussi faire des plans d'investissement dans ces différents réseaux d'eau. Mais souvent, le manque d'investissement sur les réseaux est plutôt lié aux acteurs de terrain, donc aux acteurs locaux, mais aussi aux entreprises privées qui gèrent le réseau, puisque les entreprises privées peuvent gérer le réseau par contrat et donc distribuer l'eau, nous donner accès à l'eau potable, développer le réseau d'assainissement. Là, c'est un contrat en négociation avec le public, sachant que le public est toujours responsable, puisque le réseau est un bien public, du coup, appartient à la collectivité. Mais on a une myriade d'acteurs, en tout cas, et on n'a pas créé les bonnes incitations pour investir sur le réseau. Donc, on laisse fuir les réseaux, ce qui fait qu'on a 20% de fuite en moyenne. C'est 1 milliard de mètres cubes perdus tous les ans, quand même, d'eau traitée, donc qui est potable et qu'on perd dans la nature. C'est la consommation de 20 millions d'habitants, à peu près. Donc, c'est quand même énorme. Et puis, effectivement, on n'a pas investi dans les réseaux pour les adapter au réchauffement climatique. Donc là, on voit que dès qu'il y a des inondations, dès qu'il y a des périodes de sécheresse, les réseaux d'eau sautent. On a des points noirs, donc il n'y a plus d'eau potable dans certaines communes, parce que justement, on a sous-investi pendant des années sur ces réseaux et on n'a pas prévu l'évolution des investissements pour faire face au réchauffement climatique, ce qui, ça, est beaucoup plus embêtant. C'est lié à ce que vous dites, vous pointez dans ce livre, il y a une grosse partie qui s'attelle au modèle économique du service public de l'eau, ainsi que la régulation économique, son business model, finalement. Qu'est-ce qui ne va pas dans le système actuel? Pourquoi on se dit on ne va pas investir dans l'eau, c'est pas important, limite? Parce que j'ai l'impression que personne n'y comprend trop rien. Enfin, c'est vrai qu'en tant qu'usager, on ne sait même pas combien coûte l'eau, on ne sait même pas combien on la paye. Donc, qu'est-ce qui se passe là au niveau du business model de l'eau? Effectivement, sur le modèle économique de l'eau, on a un problème, c'est que les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, sont payés à la facturation de l'eau. Donc, ils ont envie de nous vendre un maximum d'eau. Ils ne le font pas forcément et ils ne sont pas responsables de notre consommation, etc. Mais en tout cas, ils n'ont aucune incitation à ce qu'on diminue notre consommation d'eau. Et donc, changer le modèle économique, ça voudrait dire que les opérateurs pourraient être payés, par exemple, sur leur capacité à nous faire des économies d'eau. Ça existe déjà, on le voit dans certains contrats ou autres, mais on peut juste distribuer des mousseurs aux ménages, les informer, faire en sorte qu'effectivement, on baisse notre consommation d'eau dans le logement, de manière à diminuer la consommation d'eau, de manière à laisser de l'eau dans les nappes. Puisque l'eau dans les nappes n'a pas de prix, mais elle a une valeur, justement. Quand on la laisse, ça veut dire qu'on pourra l'utiliser dans le futur, ça veut dire qu'on en laisse pour la nature, etc. Et donc ça doit être pris en compte dans le modèle économique. Et puis, il n'y avait pas non plus d'incitation à réduire les fuites. Il y a des pénalités qui ont été mises en place récemment, mais elles n'ont pas vraiment d'effet sur le modèle économique. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est payer les opérateurs, publics ou privés, mais aussi pour qu'ils réduisent les fuites sur le réseau, pour qu'ils entretiennent mieux les réseaux de manière à ce qu'ils soient plus stables. Donc il y a ce modèle économique à changer. On peut penser à d'autres choses. On peut même penser qu'en période de sécheresse, les prix doivent évoluer ou qu'on rémunère des consommateurs qui utilisent moins d'eau en période de sécheresse parce que ça devient quasiment un acte citoyen. Donc on peut penser à différentes solutions pour faire évoluer ce modèle économique, mais qui soit centré sur la sobriété plutôt que d'être centré sur la surconsommation ou le gaspillage. On se dit que c'est que des scientifiques, que des chercheurs en gestion, etc., alertent sur ce problème depuis des années. Pourquoi ce modèle économique ne change pas? Est-ce que c'est par incompétence, parce qu'il y a des failles dans la gestion, etc., ou est-ce que c'est par on n'a pas trop envie de s'en occuper, puis ça ne nous arrange pas? Je pense que c'est plus par facilité, parce que c'est un modèle économique qui n'a pas changé depuis des centaines d'années, en France en tout cas. On a construit le réseau et donc en fait on cherche à rentabiliser l'usage du réseau quelque part. Et on n'était pas vraiment face à des périodes de sécheresse non plus en France. Donc la rareté de l'eau en France, c'est quelque chose quand même d'assez nouveau, qu'on observe depuis une dizaine d'années, qui n'est pas nouveau dans certaines régions, mais qui au niveau global du territoire français se fait ressentir ces 10 dernières années. Donc ça, c'est un premier fait. Puis le deuxième fait, c'est qu'on avait une gestion de l'eau qui était quand même dominée par des entreprises privées depuis des années, parce que elles avaient la connaissance. Les grandes entreprises privées sont françaises, donc c'était aussi plus simple pour les communes françaises parfois de déléguer à des entreprises privées. Et récemment, on a eu un mouvement de remunicipalisation, donc de retour à de la gestion publique, avec des grandes villes comme Paris, Nice, Lyon, Bordeaux, qui ont repris à la main sur les services d'eau. Et donc, là aussi, ça amène les entreprises privées à se poser la question du modèle économique et donc à faire évoluer rapidement leur modèle économique pour offrir de nouveaux services ou pour offrir une nouvelle vision du modèle économique aux villes, aux services d'eau qu'elles sont en train de gérer, elles, directement. Ça, c'est une avancée positive, cette remunicipalisation, parce que vous pointez aussi le risque de financiarisation de l'eau, que ce soit un bien marchand, etc. Et on le voit d'ailleurs dans bien des régions. Oui, l'eau potable, de toute façon, c'est un bien marchand parce que c'est de l'eau qui est transformée pour devenir potable. Donc c'est un bien marchand, mais
quand on le définit juridiquement, on va dire que c'est un bien marchand pas tout à fait comme les autres, parce qu'il faut garantir l'accès. Et d'ailleurs, en France, on n'a pas le droit de couper l'eau à un ménage. Voilà, donc ça, c'est une des particularités de l'eau potable. On a ce mouvement de remunicipalisation qui est une bonne chose à mon avis, parce que ça veut dire que les maires reprennent la main, les élus locaux reprennent la main sur le service de l'eau, se posent la question du service de l'eau qu'ils avaient complètement laissé de côté pendant des années en se disant c'est technique, c'est compliqué, ça coûte pas cher donc je m'en fiche, c'est fiable donc je vais le déléguer à une entreprise privée. Là au moins on a un retour à l'eau qui devient au centre du débat politique et ça c'est bien. Après qu'on remunicipalise ou qu'on gère mieux son contrat avec une entreprise privée, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, on peut faire un certain nombre d'innovations sociales avec des entreprises privées, justement avec cette évolution du modèle économique. Mais c'est bien en tout cas que l'eau revienne au centre des préoccupations des maires et qu'on pense l'eau aujourd'hui à l'ère du réchauffement climatique et qu'on puisse faire face à ces réchauffements climatiques sans casser l'accès à l'eau potable en France. Mais là, on est dans une période, ça va faire un peu friser certains, mais dans une période d'austérité économique, où l'État n'est pas enclin à investir dans plein de domaines différents. On a aussi des collectivités locales qui sont de plus en plus coupées dans leur budget ou des choses comme ça. Est-ce qu'elles ont encore la main aujourd'hui pour être souveraines sur leur eau ou pour pouvoir investir dans le bon sens par rapport à l'urgence là qui se passe au niveau de l'eau ? Alors, il faut trouver des mécanismes, effectivement, pour investir sans que ça coûte trop cher. Et donc, on a des banques d'investissement public, banques des territoires, etc., qui peuvent faire des prêts quasiment à taux zéro pour investir sur ces réseaux d'eau. Ou il faut que l'État fasse des prêts aux collectivités, comme quand on a construit les réseaux d'eau, pour les améliorer, pour faire face au réchauffement climatique. Mais on ne peut pas laisser l'eau de côté, sachant que dans ces différentes dimensions, donc à la fois économique, parce que sans eau, il y a un fonctionnement des centrales nucléaires qui est quand même altéré, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'économie en général sans l'eau, ça a un effet aussi sur l'hygiène, sur la dignité humaine, c'est un bien fondamental. Donc on ne peut pas repousser un investissement, il faut investir, mais il faut trouver des mécanismes, effectivement, pour que les collectivités qui soient responsables du réseau investissent sur leur réseau sans que ça leur coûte trop cher et sans que ça soit répercuté sur nous, consommateurs, in fine, ou même sur les différents acteurs de l'économie de façon trop forte et que ça pénalise l'économie. Mais là, on peut trouver différentes solutions, évidemment. Enfin, je veux dire, quand il faut trouver de l'argent, généralement, on le trouve. Et là, on a déjà des solutions qui sont mises en place sur certains montants, mais on peut trouver des financements. C'est de l'investissement vert. Donc, et puis, tout investissement dans les réseaux est bien rentabilisé parce que ces réseaux ont une durée de vie très longue, en fait. Un réseau d'eau, c'est 100 ans en durée de vie. Donc, quand on investit aujourd'hui, on sait qu'on va le rentabiliser sur une centaine d'années. On expliquait tout à l'heure un peu les conflits autour de l'usage de l'eau, du partage de l'eau. Nous, ici, on a beaucoup couvert le conflit autour des méga-bassines dans le Poitou-Charentes, mais il en existe plein d'autres, des conflits autour de l'usage de l'eau. Puis si on élargit à l'échelle d'autres pays, il y a clairement des guerres de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème démocratique autour de cette ressource, justement dans le partage et dans la gestion de l'eau ? Alors effectivement, l'eau, c'est très politique et donc on a forcément un déficit démocratique parce que on a créé des instances un peu partout dans le monde pour gérer l'eau. On a dit qu'il fallait qu'il y ait une gestion intégrée de l'eau, donc ça c'est reconnu dans les institutions internationales, c'est-à-dire une gestion multiniveau, multi-acteurs. Il faut que des acteurs d'un territoire se rencontrent, donc agriculteurs, industriels, usagers domestiques, etc. Mais il faut aussi que la gouvernance soit multiniveau, donc que les territoires entre eux se parlent aussi, parce que les territoires peuvent se transférer de l'eau, que les territoires parlent avec l'État. Donc on a essayé de créer des instances démocratiques, mais effectivement, il y a toujours un problème de représentativité. Qui dit qu'à un certain endroit, un acteur industriel qui a beaucoup de pouvoir ne va pas justement tenter de s'accaparer de façon démocratique, en passant par ces instances, une plus grande partie de l'eau. Qui dit que des acteurs publics locaux soient très sensibles à certains acteurs pour leur activité économique, donc les agriculteurs, les industriels, et n'avantagent pas ces différents acteurs. Et donc là, on a un problème parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des tensions autour de l'eau. On voit que le système démocratique ne fonctionne pas forcément, qu'on ne représente pas toujours bien tous les usagers, notamment les ménages, les usagers domestiques sur l'eau potable, qui peuvent être parfois victimes de certaines décisions, parce que nous, on va payer l'eau un peu plus cher quand d'autres acteurs ne vont pas forcément la payer directement ou ne vont pas connaître d'augmentation de prix. Et donc, il faut réinventer cette démocratie de l'eau pour qu'elle soit basée sur l'évidence scientifique, à mon avis. Très important qu'on puisse avoir des prévisions, par exemple, de Météo France sur l'évolution du climat, sur l'évolution des sécheresses, de manière à bien se répartir les usages de l'eau. Et puis, il faut qu'on puisse représenter équitablement tous les usagers.
mais à tous les niveaux, au niveau d'un service de l'eau, au niveau d'un territoire, au niveau d'un bassin, etc. Même dans le financement, hein, vous pointez le fait que le financement de l'eau, en fait, donc ce fameux l'eau paye l'eau, c'est énormément les usagers, les urbains, enfin même des petites villes, hein, qui portent ce poids du prix de l'eau, alors que c'est ceux qui l'utilisent presque le moins en termes de quantité. Effectivement, en fait, donc justement, là, le modèle de financement repose en grande partie sur les usagers domestiques, notamment pour tout ce qui est redevance pollution. Et c'est là où ça pose un problème. Donc, l'eau est polluée, mais elle est polluée essentiellement par des activités agricoles et industrielles, même si nous, on pollue l'eau aussi, hein, avec notre usage de cosmétiques, les médicaments qu'on prend, etc. Mais en fait, on a des rejets de polluants qui sont réalisés en grande partie par les industriels, par les agricultures, par toute l'activité économique, hein, donc dans laquelle on travaille aussi, hein, donc c'est là que ça devient compliqué. Et qu'on utilise aussi en plus. Voilà, donc c'est pas si simple, mais effectivement, comme l'essentiel des redevances est utilisé pour dépolluer l'eau, et que la dépollution de l'eau, ça profite beaucoup aux usagers domestiques qui consomment de l'eau potable, on a reporté en fait le coût de la dépollution souvent sur l'usager domestique. Ce qui pose vraiment un problème en termes de pollueur-payeur, parce que normalement, le pollueur doit payer. Mais là, dans les mécanismes de financement, on reporte une grosse partie du financement de la dépollution sur l'usager domestique. Donc ça pose des questions de justice, et donc parfois même on remet en question tout le financement de l'eau en disant que ça devrait plus porter sur les agriculteurs et sur les industriels. Surtout sur le sujet de l'eau, j'ai l'impression, quand on lit les livres et puis même quand on s'y intéresse en général, que ça doit être des politiques à long terme, qu'on doit vraiment avoir une vision sur long terme, etc., travailler dans le fond. Et on fait face à quand même aujourd'hui des politiques assez court-termistes, soit en termes pour du profit ou pour de la politique ou pour de la facilité ou que sais-je. Est-ce qu'il n'y a pas une opposition là qui montre de pourquoi on est bloqué dans le problème ? Oui, c'est vrai, en fait, quand on parle d'eau, on parle d'un cap. Hein, voilà, donc il faut vraiment penser les usages de l'eau sur un territoire, hein, donc sur les différents territoires, de manière à les prévoir sur le long terme, et donc à penser en 2050 ce que sera l'usage de l'eau et s'organiser autour de l'eau. Ça, c'est très important. Il faut aussi désiloter les politiques de l'eau. Politique de l'eau, souvent, par facilité, on se dit, on va régler les conflits d'usage sur un territoire, mais on ne pense pas vraiment à tout l'aménagement urbain, par exemple, l'aménagement du territoire, le respect de la biodiversité, hein, qui doit se faire autour de l'eau. Et donc, je pense qu'il faut changer vraiment de logiciel de pensée et se dire, on a de l'eau, on a des quantités, une qualité d'eau qui évolue, et il faut repenser, nos usages humains autour de cette évolution de la quantité et de la qualité de l'eau. Ça, c'est très important, et donc effectivement, c'est un changement. On passe d'une pensée de court terme, je gère les usages, je gère les conflits d'usage comme ça à très court terme, à une vision de long terme où je réorganise toute l'activité agricole, industrielle, humaine autour de la disponibilité des ressources en eau. Oui, c'est ça, parce qu'on commençait l'entretien sur il faut faire de l'eau un enjeu central parce que ça a été mis dans plein de petits sujets, mais en fait c'est vrai que l'eau est dans plein de sujets, dans le sens où c'est presque une question on va dire qui s'élargit et qui est presque philosophique, mais c'est-à-dire que si on veut changer ce modèle au niveau de l'eau, ce modèle économique au niveau de l'eau, est-ce que le blocage ne s'inscrit pas aussi dans tous nos modèles industriels et agricoles ? C'est-à-dire qu'au lieu de dire les agriculteurs polluent l'eau, est-ce que c'est pas le modèle agricole poussé aujourd'hui ? On peut penser au dernier projet de loi d'orientation agricole qui met en avant un système assez industriel de l'agriculture. Est-ce que c'est pas aussi penser les modèles qui sont pendant numéro 1 de ce sujet de l'eau ? Oui, tout à fait. Il faut une révolution bleue, hein, dans l'agriculture, dans l'industrie. Il faut déshydrater notre économie. Ça, c'est sûr. Il faut, nous aussi, qu'on consomme moins d'eau, qu'on fasse attention à notre empreinte eau, qu'on ne connaît pas. Hein, mais je ne sais pas combien d'eau a été utilisée pour fabriquer le café que je viens de boire. Il faut envoyer un signal clair aux consommateurs, et il faut effectivement remettre l'eau au cœur de tout, au sens où pour que l'agriculture continue, pour que l'industrie continue à fonctionner, il faut qu'on arrive à diminuer la consommation d'eau dans les différents processus agricoles, industriels, et que l'eau soit au centre effectivement de l'évolution des modèles économiques de ces différents acteurs. Est-ce que pour l'instant on va dans ce sens-là ? Alors oui et non, parce que les agriculteurs en France quand même font très attention à leur consommation d'eau. On a une agriculture qui est quand même très évoluée, donc ce qu'on voit au niveau mondial n'est pas forcément vrai pour la France, où là vraiment on a des chambres agricoles, etc., en fait, qui s'organisent pour faire face à la rareté de l'eau. Les industriels aussi, en fait, hein, de plus en plus, et le gouvernement justement là, a identifié les différents sites qui devaient diminuer leur consommation d'eau. Mais on continue quand même à avoir des méga-usines qui arrivent et qui vont consommer beaucoup d'eau sur certains territoires. Donc là, on voit qu'on est toujours à moitié-moitié, quoi. On prend vraiment en compte l'eau, mais on est toujours dans des demi-mesures. Et puis les usagers, je pense, s'en rendent compte aussi. Mais
tant qu'on n'a pas un signal très fort sur l'ensemble des usagers en France, ils ne se rendent pas forcément compte de la rareté de l'eau. Il faudrait, tant qu'on n'est pas dans la situation de Barcelone, où là vraiment on rationne l'eau, même pour les usages domestiques, on ne peut pas se rendre compte vraiment du manque d'eau et de la conséquence que ça peut avoir sur nos vies. Et oui, et puis il y a quand même eu un changement de paradigme, j'ai l'impression. Enfin, je pense à des scandales autour de l'eau. On peut penser, là je parlais des bassines, mais on peut parler des algues vertes en Bretagne qui ont vraiment choqué la région. En fait, c'est devenu un conflit écolo contre agriculteurs, alors qu'en fait, si on élargit, c'est vraiment cette gestion au niveau des pouvoirs publics et de l'État et du non-changement de modèle aussi qui a, et après on peut élargir à l'Europe parce que tout est lié, qui a un peu renforcé cette dynamique-là au niveau de la pollution de l'eau, parce qu'on parle beaucoup de quantité, mais c'est vrai que la qualité de l'eau, et donc là au niveau des algues vertes, est un pendant très fort de ce sujet. La qualité de l'eau, c'est un sujet essentiel, et effectivement, la qualité de l'eau, c'est très lié à la pollution. Donc là, il y a une question de toute la pollution qu'on peut éviter en amont. Sur l'eau, il faut réguler, il faut légiférer, il faut inciter aussi à changer de produit, à changer de modèle. Et donc là, on a besoin d'un État fort qui prenne la mesure des choses, sachant que tout changement, ça entraîne un coût. Donc on ne peut pas changer sans qu'il y ait un coût pour certaines activités ou certaines personnes. Et donc c'est ça qu'il faut identifier, les coûts du changement, et faire en sorte que justement on ait des gains à changer. Et donc là aussi, dans le livre, je développe certaines mesures, mais très simplement, payer les agriculteurs pour qu'ils polluent moins, c'est une manière en fait d'engager le changement. Payer les agriculteurs pour qu'ils polluent moins les zones ou qui protègent les zones où on prélève de l'eau pour l'eau potable, c'est une manière d'engendrer le changement. Donc il y a tout un tas de mécanismes en fait qu'on peut mettre en place, qui sont des mécanismes même de marché ou incitatifs, mais qui peuvent inciter les industriels, les agriculteurs à bien faire attention à la qualité de l'eau et qu'on n'ait pas à payer la dépollution de l'eau derrière. Parce que souvent, dépolluer, ça coûte plus cher en fait qu'éviter la pollution en amont. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, mais il faut avoir du courage. Il faut évidemment venir avec des solutions clés en main, estimer les coûts, savoir qui va y perdre, qui va y gagner. Et donc là, on a du mal à se concentrer sur ce genre de questions parce que c'est trop compliqué ou on est un peu trop paresseux à court terme. C'est vrai que des fois, on tombe dans la... Enfin, l'État aime bien jouer la communication, de rendre les problèmes individuels, de mettre à l'échelle de l'individu quelque chose qui va être global et un problème politique, un problème de politique publique. Et c'est vrai que par rapport au fait de payer les agriculteurs pour qu'ils polluent moins, est-ce qu'il faut payer individuellement des agriculteurs pour dire, s'il vous plaît, polluez moins, on va un peu rembourser votre perte de rendement, ou est-ce qu'il faut vraiment creuser plus loin, si je peux me permettre, et dire on change le modèle pour que vous n'ayez pas besoin de polluer pour être rentable. Plus financer la transition. Effectivement, je pense que moi, il y a un gros problème de financement de transition. Quand on parle d'agriculture, en plus, c'est compliqué parce qu'il y a la politique agricole commune, donc on attend souvent que les réformes se fassent au niveau européen avant de les appliquer au niveau français. Mais il faut vraiment aller sur une transition durable. Et donc ça, forcément, ça change le modèle économique qu'on a en tête. Ça veut dire que pour l'agriculture, par exemple, il faut aller sur des exploitations probablement avec peut-être des rendements moins élevés, de taille plus humaine, mais qui nous permettent aussi, tout en gardant la souveraineté alimentaire. Et donc c'est là que ça devient compliqué. Mais quand même, je veux dire, les solutions existent, l'agroécologie se développe, l'agroforesterie, etc. Donc on a plein de solutions en fait écologiques qui permettent de préserver les sols, de consommer moins d'eau, qui existent. Il faut maintenant être sûr qu'on les applique partout et donc là aussi créer un pacte gagnant-gagnant, un nouveau contrat social avec les agriculteurs, pour qu'ils puissent justement appliquer ces solutions dès qu'elles sont viables en fait. Puis après, il y a aussi des conflits entre les agriculteurs parce que, des plus petits agriculteurs qui manqueraient d'eau parce qu'il y a les grands aussi qui en utilisent beaucoup ou inversement. Enfin, c'est un sujet aussi qu'on peut approfondir, mais on n'a pas le temps ici. Mais c'est vrai qu'après, il y a l'usage de l'eau parmi les agricultures aussi qui est un enjeu et qui là aussi, il y a des poids différents pour se partager l'eau, quoi. Bien sûr, ouais. Alors ça, c'est, je pense, assez caractéristique des conflits de l'eau aujourd'hui. Il y a 15 ans, le conflit, c'était vraiment sur le public et le privé. Est-ce que l'entreprise privée peut gérer un service d'eau potable, etc. Aujourd'hui, on voit qu'on a une opposition très forte entre ceux qui disent en fait qu'il ne faut pas changer de modèle d'une manière générale, dans l'agriculture, dans l'industrie ou ailleurs, donc il faut continuer à consommer de l'eau, et ceux qui disent attention, il y a de moins en moins d'eau, et donc l'humain doit s'adapter, nos activités humaines doivent s'adapter à ce manque d'eau, parce qu'on va faire face à des pénuries qui sont de plus en plus fréquentes et qui sont globales en plus. Justement, vous concluez avec cette phrase vous dites l'eau n'appartient à personne. C'est un peu la philosophie du livre en fait.
Tout à fait, l'eau c'est une ressource commune et donc pour la gérer, faut bien la gérer, mais pour bien la gérer, il faut qu'on ait un sentiment de communauté. C'est ça qui est important. Et donc un sentiment de communauté, ça veut dire que je ne vais pas chercher à m'accaparer l'eau du voisin, elle ne m'appartient pas, etc. Donc l'eau n'appartient à personne. C'est une règle qui est d'ailleurs assez générale au niveau mondial, hein. Peu importe qu'elle soit d'une propriété publique ou privée, ce qui compte, c'est le bien commun, donc c'est l'usage pour l'intérêt général. Et donc il faut retrouver ce sentiment de communauté au niveau aussi des territoires en France, au niveau même de la France, pour qu'on partage de façon efficace cette précieuse ressource. C'est pour ça que je disais que c'était presque une question philosophique, parce que vous dites aussi qu'une bonne gouvernance nécessite dans le fait qu'on comprenne que l'humain fait partie de la biodiversité et qu'elle n'est pas là pour nous servir. Tout à fait, exactement. Il faut qu'on se rende compte qu'on est un des consommateurs d'eau, et il faut laisser de l'eau pour la nature, qu'on oublie souvent dans la répartition des usages. Et puis, on doit aussi s'adapter à la nature. Donc, on a réussi à domestiquer la nature, etc. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les courants littéraires, philosophiques. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec le réchauffement climatique, les précipitations, par exemple, sont de plus en plus imprévisibles. On sait qu'on a un réchauffement climatique sur long terme, mais on ne sait pas comment ça apparaît d'une année à l'autre, etc. Et donc, nous devons nous adapter. Et il faut qu'on investisse dans cette adaptation pour éviter les pénuries et être résilient. Merci beaucoup, Simon Porcher. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en sciences de gestion à l'université Paris Panthéon-Assas et vous venez donc de publier La fin de l'eau aux éditions Fayard. Donc je vous invite évidemment à aller le lire pour approfondir le sujet, tant c'est dense et complexe et qu'on n'a évidemment pas pu tout aborder ici. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup. Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Éco. J'attrape une dernière fois votre attention avant de se quitter. Les autorisations des 15 chaînes nationales de la TNT arrivent à échéance en 2025. L'Arcom a donc lancé un nouvel appel à candidature qui représente un nouveau défi majeur pour le média. Nous allons déposer un dossier de candidature pour être diffusé sur la TNT. Une tâche loin d'être simple, c'est pourquoi on se tourne vers vous, spécialistes des médias, de la télé, juristes, experts techniques. Aidez-nous à monter ce dossier de candidature et marquer un nouveau tournant dans l'histoire des médias indépendants et engagés. La situation politique est inédite, urgente, on vient de le voir. 2 directs par jour du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le média, c'est 25 travailleurs et travailleuses qui produisent de l'information au quotidien. Alors abonnez-vous aux médias à partir de 5 € par mois. L'abonnement, c'est notre moyen de financement le plus pérenne, le plus solide. Merci à vous tous pour votre soutien. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à très vite.